Bonjour à chacun pour cette nouvelle émission de 15 minutes avec. Et aujourd'hui, nous sommes avec Franck Meyer. Bonjour Franck. Bonjour David, bonjour à tous ceux qui nous regarderont. Alors Franck, aujourd'hui, tu voulais nous parler de l'évolution des droits des enfants ces 10 dernières années. Est-ce que tu voudrais bien, pour commencer, nous dire qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans et quelle influence ça a eu sur le droit des enfants? Alors David, il faut peut-être rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant Mhm, rassemble un certain nombre de droits. Mais moi, ce que je souhaiterais évoquer avec toi aujourd'hui, c'est la question du droit à l'enfant. Un droit qui ne figure pas dans la Convention internationale des droits de l'enfant, et pour cause, puisqu'on s'intéresse aux droits des enfants. Et notamment, il y a un droit que je trouve important de souligner, et on va voir pourquoi, c'est que c'est l'article 7 de cette Convention internationale des droits de l'enfant qui dit ceci: l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit mhm, d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Alors, il est évident que quand la Convention internationale des droits de l'enfant a été rédigée, le droit à connaître ses parents et d'être élevé par eux, il s'agissait de connaître son père et de connaître sa mère. Alors pourquoi je relève en particulier ce droit? C'est parce qu'il y a 10 ans, il y a une mobilisation sociale très très importante. C'était le 13 janvier 2013 où 800 000 personnes s'étaient déplacées à Paris parce qu'il y avait de la part du président Hollande et du gouvernement un projet de loi de mariage et d'adoption pour tous. C'est ainsi qu'on le résumait et qu'on l'appelait. Alors, je dois dire que c'est une formule de communication, parce que évidemment que le mariage, même encore aujourd'hui, il n'est pas pour tous. C'est-à-dire que dans la loi de 2013, qui est toujours valable aujourd'hui, il est question de poser des règles aussi au mariage. Par exemple, une personne enfin, on ne peut accéder au mariage que si on est majeur, d'une part. Et puis ensuite, il reste des interdictions. Par exemple, la loi a été modifiée de manière à interdire le mariage d'un oncle avec sa nièce ou d'un oncle avec son neveu. Hein. mhm, Autrefois, le mariage entre un oncle et sa nièce était interdit, mais là, puisque le mariage devenait pour tous, et en particulier entre personnes de même sexe et non plus de sexe différent, comme c'était le cas avant, eh bien, il a fallu modifier la réglementation française. Donc, mais ce faisant, on touchait aussi à la filiation, on touchait aussi aux enfants, aux liens de parenté, et on touchait à leur droit à connaître leurs parents et être mhm. élevés par eux. Peut-être là, il faut préciser quelque chose, c'est que dans la loi de 2013, qu'on a appelée aussi loi Taubira, eh bien, cette loi, elle comporte quatre chapitres. Oui, tu voulais me poser une question. Non, non, je t'écoute. Je disais, elle comportait quatre chapitres. Le premier chapitre, c'était les dispositions relatives au mariage. Le deuxième chapitre, c'était les dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien du lien avec l'enfant. Puis, on avait un troisième chapitre sur les dispositions relatives au nom de famille. Bon, Mhm, donc, on le voit bien, c'était bien une loi de mariage et d'adoption pour tous. Hein. La question de la filiation était posée et que donc dès 2012 et 2013, les maires en particulier, hein, et le collectif des maires pour l'enfance, avait manifesté son intérêt à participer au débat, puisque 21 000 maires et adjoints aux maires avaient estimé que dans le projet de loi, les droits et le droit de l'enfant à connaître ses parents et être élevé par eux n'étaient pas suffisamment garantis. Et mhm. beaucoup d'élus le pensent toujours, hein, du reste. Et c'est pourquoi la loi de mariage pour tous avait suscité beaucoup de désapprobation de la part des élus locaux et des maires en particulier qui sont officiers d'état civil. Voilà, donc c'est parce qu'il y a un anniversaire tout particulier cette année, si je puis dire. 10 ans. Et tu vois, je suis surpris parce que moi, j'étais là il y a 10 ans, hein. J'avais 10 ans de moins. J'étais jeune, mais j'ai entendu parler du mariage pour tous. Mhm. Mais toi, tu sembles dire à chaque fois mariage pour tous et adoption pour tous. Oui, Et j'entendais parler que du mariage pour tous. J'entendais jamais parler de l'adoption.
Oui, parce que Madame Taubira, qui était garde des Sceaux à l'époque, donc ministre de la Justice, c'était un peu le slogan qu'elle avait donné, hein, mariage pour tous. Mais vous Mhm. savez très bien que quand on donne un titre à un projet de loi, ça ne peut pas dire tout ce qu'il y a dans le projet de loi. Et même parfois, quand on lit le titre, on se demande si ce que le projet de loi contient est véritablement peut se résumer dans le titre, quoi, parce que parfois c'est très divers. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce que tu as remarqué, on pense mariage, mais on voit bien que dans le droit français en particulier, mariage et adoption et filiation, tout est Mhm. lié. Hein. D'accord. Donc, ne retenir que la question du mariage, ce serait vraiment faire erreur. D'ailleurs, si je peux me permettre, je voudrais montrer un livret de famille en 2012 et un livret de famille après la loi de mariage et d'adoption pour tous, si c'est Moi, possible. justement, j'allais te demander concrètement, est-ce que ça a vraiment changé des choses? Ah bah ça a totalement changé les livrets de famille, bien D'accord. entendu. Il y a Alors, montre-nous ça. possibilité, je vais essayer de projeter sur mon écran. Voilà. Allez, je vais mettre partager l'écran. Et donc, je vais essayer de faire ce partage. Est-ce qu'il est possible de voir donc le livret de famille tel qu'il était avant 2013? Tout à fait, on le voit. Eh bien, on voit qu'il y a deux colonnes au centre du livret de famille et d'un côté une colonne indiquée en haut époux ou père. Donc on voit bien que le mariage et la filiation sont liés, n'est-ce pas? C'est Oui, époux ou père. oui, parce qu'on peut Épouse, être l'époux, mais pas forcément le père. eh oui, Hmm. épouse ou mère. Et dans un livret Hmm. de famille, le nom du livret de famille dit bien ce que ça veut dire. Il est bien question de la famille, c'est-à-dire à la fois des adultes qui se marient, mais également des enfants. Et si je regarde maintenant le livret de famille tel qu'il est aujourd'hui, depuis 2013, voilà comment il se présente. On voit bien qu'il n'y a plus du tout d'en-tête. Ouais. Tout est libre. Il y a simplement un petit 1 entre parenthèses qui fait qu'on précise en bas de page que c'est à l'officier d'état civil d'indiquer époux ou père, épouse ou mère. Hmm. Donc, si ce sont un couple homme-femme, ou si c'est un couple d'hommes, ou si c'est un couple de femmes, etc., etc. Voilà. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran, mais ce que je voulais bien signifier, c'est que mariage, famille, filiation, tout cela est lié. Et c'est pour cela que, il y a 10 ans, le projet de loi du président Hollande avait constitué autant de questions et autant de désapprobation populaire, et pas seulement populaire. Hein. On se souvient quand même de 800 000 personnes une première fois, plus d'un million la deuxième fois, je crois que c'était 600 000 la troisième fois. On voit bien que ça suscitait beaucoup d'émoi. Et Du coup, là, est-ce, oui, est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, il y a des enfants qui peuvent ne plus savoir qui sont leurs parents d'origine, enfin leurs géniteurs? oui, alors oui, euh, c'était ce que nous redoutions hein, quand on interpellait le président de la République à ce moment-là. Et pour ma part, j'avais fait partie des trois maires reçus à l'Élysée par la conseillère du président Hollande, Constance Rivière. Elle nous avait reçus le 15 février 2013 pour justement qu'on puisse faire valoir à la fois nos inquiétudes, mais aussi nos arguments, de manière à ce qu'on n'entre pas dans la revendication d'un droit à l'enfant. En effet, Mhm. toute personne mariée en France peut estimer avoir la possibilité d'avoir des enfants. Et dans ce cas-là, le père, enfin le mari est le père des enfants, la femme mariée est la mère des enfants. D'autant plus que dans la loi française, les couples mariés, euh, pour les couples mariés de sexe différent, donc homme-femme, il y a ce qu'on appelle la présomption de paternité. Quand la femme attend un enfant, pour la loi française, à partir du moment où le couple est marié, son mari, c'est forcément le père. Mais D'accord. dans un couple de femmes ou un couple d'hommes, dans un couple de femmes en particulier, si une femme attend un enfant, la deuxième femme, mariée, est-ce pour autant qu'elle en est la deuxième mère et qui en est le père? Mhm. Bon. Et là,
on arrivait avec des difficultés et des confusions très, très importantes. Et nous avions dit, les élus qui avions rencontré Madame Constance Rivière, attention, vous allez vers une complexité euh, extrêmement importante parce que vous créez un droit à l'enfant. Mhm, Évidemment que deux femmes mariées ou deux hommes mariés, s'il y a un enfant dans le couple, chacun voudra être le parent. Mais du coup, vous allez nécessairement exclure, j'allais dire, une paternité ou une maternité biologique, mhm, forcément. Et vous créez là un droit à l'enfant. Et on l'a vu, alors Constance Rivière nous avait répondu à l'époque que oui, ils en avaient bien conscience, mais que le sujet de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes viendrait à l'automne 2013 dans une loi famille. mhm. On sait très bien que l'opposition au mariage et à l'adoption pour tous a été telle que finalement le président Hollande n'a pas osé continuer le sujet. D'accord. C'est donc le président Macron, Emmanuel Macron, qui l'a poursuivi entre 2018 et 2021. Et nous avons eu une loi, hein, c'était la loi de 2 août 2021, qui cette fois-ci ouvrait la procréation médicale assistée à toute personne, à tous. Bon. Mhm. Et là, je reviens à ta question. Euh, Est-ce qu'un enfant, aujourd'hui, peut tout à fait être privé de son père ou de sa mère? Eh bien oui, légalement, oui. Parce qu'à partir du moment où il y a procréation médicalement assistée, et en particulier avec ce qu'on appelle donneur anonyme, Mhm. eh bien, l'enfant ne pourra pas connaître son père. Et c'est pour cela qu'il y a aussi tant de personnes aujourd'hui qui sont nées par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme, qui ont fait des recherches euh, par le biais de l'ADN. Mhm. Et il y a des organisations internationales qui sont spécialisées dans ce type de recherche pour pouvoir, et enfin, ces jeunes adultes ont essayé de retrouver leur père. Mhm. Je conseille un livre qui s'appelle Né de spermatozoïdes anonymes, rédigé par Antoine Karl Malvezen, qui est né par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme. Et il a recherché son père. Moi, j'avais une autre question, c'est que on l'a vu il y a 10 ans, les personnes qui étaient les chevilles ouvrières de ce mouvement d'opposition, souvent étaient catholiques, protestantes, musulmanes. Et ils avaient en tout cas, euh, il, il semblait prégnant que leur foi et leur culture étaient ce qui les poussait à agir. Et dans la Bible, je vois bien plusieurs fois, sous différentes manières, l'appel à s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Mais quand je regarde Daniel qui vivait à la cour à Babylone, quand je regarde Jésus, ce qu'il a dit au cœur de l'Empire romain, je vois pas d'appel à se battre pour des combats, pour changer les mœurs du pays ou pour empêcher que les mœurs partent trop à la dérive. Euh, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Quel est ton Bien, positionnement et ton appel derrière? allons-y sur les mœurs familiales, par exemple. Quand les chefs religieux de l'époque de Jésus viennent le voir en lui disant, voilà, la loi nous autorise à envoyer une lettre de divorce à une femme, Jésus leur répond. Et il leur répond justement de manière générale et pas seulement particulière. Il répond à ces chefs religieux qui connaissent bien la loi de leur temps et la loi de leur pays en disant, bon, votre loi vous permet d'envoyer une lettre de divorce à une femme, mais moi, je vous dis que ce n'était pas comme cela le projet de Dieu. Mhm, Et Jésus va dénoncer l'adultère, il va dénoncer le fait précisément de ne pas être fidèle à son alliance dans le mariage, hein, et il va développer cette idée-là, mais de manière générale, j'allais dire, mhm. avec un regard social. Oui. Ce n'est pas le Et juste sujet du mariage pour tous, mais c'est le sujet du mariage fidèle. du coup, une dernière question pour te laisser terminer.
Mais là, il s'adressait à des personnes de foi. C'était pas dans une démarche de combat politique ou de combat pour la mise en place ou contre la mise en place d'une loi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il s'adressait à des personnes de foi, oui et non. J'explique cela très simplement. Dans ceux qui essayent de le pousser à la faute de raisonnement, il y a les pharisiens qui sont religieux, mais il y a les sadducéens qui, certes, sont un corps religieux, mais politique en même temps. Mhm, Bon. Et en particulier, Jésus va les critiquer sur les lacunes de leur foi, si je puis dire, puisqu'ils ne croient pas en la résurrection des morts. Voilà. Donc, voilà, ce sont des positionnements aussi politiques, parce qu'à cette époque-là, religion et politique sont mêlés, hein, il faut quand même le mhm, dire, et de manière plus ou moins forte. On voit bien que, autant chez les pharisiens que rencontre Jésus, l'attachement à la religion semble très fort, chez les sadducéens, je trouve qu'ils s'en arrangent un peu comme ils veulent. très bien. Alors pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire, ben, on peut faire le constat, voilà, on voit notre société qui évolue, et puis en tant que chrétien, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien dans Je une pense qu'on société doit qui évolue comme toujours, ça? je pense qu'on doit toujours avoir un langage en vérité. Et Mhm, c'est peut-être l'un des grands enseignements, je trouve, de ce qu'on a appelé la manif pour tous, de l'époque, je veux dire, de 2013, qui était en fait le rassemblement de personnes et d'associations de tous horizons. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des gens de foi, oui, mais il y avait aussi des gens de foi qui ne croyaient pas en Dieu ou en un Dieu en particulier, mais des mhm, personnes pour lesquelles il était évident que un mariage et une adoption pour tous, c'était ouvrir un droit à l'enfant. Bon. ouais, Donc, je me rappelle également que je crois que c'est le Nouvel Observateur qui avait titré à un moment donné, et si la manif pour tous avait raison, suite à l'observation de l'évolution de la mhm, loi française dans les 10 années qui ont suivi. Et puis ouais, Emmanuel Macron, hein, lui-même, c'était en 2017, dans le Nouvel Observateur, lors d'un entretien, c'était le 16 février 2017, oui, si je me souviens bien, avait déclaré que on avait humilié cette France-là, c'est-à-dire ceux qui avaient voulu tenir un langage de vérité et mhm. d'argument. Donc ça, en tant que chrétien, je pense qu'il nous faut toujours avoir un langage en vérité, en vérité et en respect. Nous devons défendre notre point de vue et défendre aussi ce que nous croyons juste pour nous-mêmes, certes, mais aussi pour les enfants, pour les générations à venir, pour notre propre génération. Et ça, Mhm. c'est très important. Et parce que nous sommes citoyens français, nous avons la possibilité d'intervenir dans le débat public, et je crois qu'il faut toujours le faire. Eh bien, merci Franck pour cette interpellation qui nous permet de nous rappeler que oui, il y a des choses qui bougent. Et puis, oui, on a aussi le droit de dire ce qu'on pense et de porter des combats. Absolument. À bientôt, Franck. À bientôt.